C'est moi, salut Rose, bonsoir et bienvenue. Badis du club Émergence, bienvenue. Bonsoir Fawzi, c'est un Maïkoum Azoulfelaoun. Et Mohamed Kolanta. Enchanté, salut tout le monde, j'ai un peu la voix cassée, pardon. Celui qui dit je vous aime comme et puis juste à côté, Abdeslam Itache, maire adjoint sur la ville du Blanc-Ménil dans le 93. Bonsoir à vous et bonsoir à vous aussi, amis auditeurs, auditrices. Si vous avez le désir de participer à cette émission, vous êtes et vous serez les bienvenus pendant ces 2 heures d'émission. Alors, on rappelle un petit peu les faits historiques. Le 5 octobre 1961, le préfet de police Maurice Papon de l'époque impose un couvre-feu à tous les Algériens de Paris et de sa région de 20h30 à 5h30 du matin. Nous sommes donc à cette époque-là, à quelques mois de l'indépendance de l'Algérie, parce que, pour vous le rappeler, il y a des négociations entre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République d'Algérie, algérienne, et le gouvernement français. Bon, alors les négociations autour de la table se passent pas toujours très très bien, hein. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté, et donc à un moment donné, eh bien, chacun essaye de montrer un petit peu ses muscles. C'est ce qu'a fait le FLN en essayant d'organiser un événement qui va essayer de, grâce à cet événement, va essayer de peser sur les négociations pour montrer au gouvernement français de l'époque que voilà, moi les Algériens de Paris, les Algériens de France, je les tiens sous la main. Je peux les faire sortir, je peux en faire des grévistes, etc., etc. Et ça a pesé effectivement dans la balance, mais on va développer tout ça tout au long de cette émission, de la soirée. Alors aujourd'hui, ça a été une journée riche en commémoration, hein, puisque François Hollande en 2012 avait reconnu ces massacres. Alors c'est pleinement reconnu. Alors, pleinement reconnu. Du bout des lèvres. On ne sait pas s'il faut encore le qualifier. Enfin, s'il faut le qualifier. Qu'est-ce que c'est que reconnaître? Voilà. C'est juste avouer qu'ils ont eu lieu? Reconnaître, c'est indemniser. Ouais. On est d'accord. Oui, et On est justement, on joue aussi sur les mots. Est-ce qu'on dit événement ou massacre? Ah bah non, ça, on va le dire. Ça c'est comme les années noires. Génocide même. Voilà, parce que Génocide pour moi. Bien sûr. derrière, il y a À des partir- indemnisations. À partir du moment où c'est ethnique. Ouais. Alors, on va commencer par le début. Qui a assisté à une commémoration aujourd'hui? Celui qui a la palme d'or, je pense, aujourd'hui. Alors, c'est à moi de commencer. Parce qu'on en parlait juste avant Le l'émission. bénévole. On comparait le nombre de commémorations. J'en ai fait 3. Hein. Ce matin, j'étais sur le pont Saint-Michel. Un petit coup de gueule à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a quand même ses bureaux et la mairie à 250 mètres du pont Saint-Michel, qui ne s'est pas déplacée, qui a envoyé son premier adjoint. Donc pour elle, c'est sans importance. Il faut croire que les socialistes font tout pour perdre. Ils font connerie sur connerie. Je pense que si j'étais en difficulté politiquement, je serais partout. Et dire que quand elle a été en Algérie récemment, on lui avait déroulé le tapis rouge. Et même une chorale de petits-enfants qui ont chanté une chanson bidon d'ailleurs. Nous savons accueillir. Ouais. Voilà. Et donc Anne Hidalgo qui n'a même pas fait l'effort de venir. Donc ça a été très mal apprécié par les observateurs. Par toutes les personnes qui étaient là. L'ambassadeur était... À 18h, j'y étais pas parce que... Et là, pour le coup, c'était la deuxième commémoration qui a eu lieu à Blanc-Ménil. Là aussi, il y avait pas mal de monde. C'était une commémoration assez apaisée, avec ce même devoir de mémoire. Et ensuite, on parlera du devoir de mémoire. Je pense que dans le devoir de mémoire, il y a le devoir. On peut en parler du devoir. Le devoir de chacun. Justement de transmettre l'information à ses enfants et aussi le devoir à l'égard de ses parents pour dire nous avons entendu vos luttes, nous les prenons à bras le corps et nous ferons le nécessaire justement pour faire reconnaître justement ces massacres et aussi ouvrir les archives pour que justement on puisse vraiment mettre la lumière sur ces événements. Alors la troisième commémoration, je l'ai faite à Villiers-le-Bel. Donc là aussi, avec pas mal d'élus, de députés et de sénateurs. Et voilà, et ensuite, la radio, j'en suis à ma deuxième émission sur le 17 octobre. Donc ça a été 17 octobre de la matinée jusqu'au soir. Très bien. Alors, qui est sorti aujourd'hui? Mohamed, non? Non, pas moi, mais je suis plutôt fier parce que ma fille a été avec sa maman. Ouais. Et elle a porté une petite pancarte où il y avait écrit la date du 17 octobre 1961. J'étais assez fier.
Et c'est quelque chose qui doit se transmettre de génération en génération. Je suis content parce que ma fille, elle a été, et pendant une bonne heure et demie, elle a jeté des roses aussi à la Seine, au pont de Beson, que tu connais, Rose. Et, On dirait que j'ai vécu sous les ponts. J'adore comment il dit ça. Que tu non, parce connais, qu'on Rose. Oui, j'ai vécu avec ma caravane. On est du même quartier. Elle connaît bien cette région. Non, je suis assez fier. Moi, j'ai pas été parce que j'ai pas mal bossé ces derniers jours, mais j'ai transmis le message à ma fille. Elle y a été. Je suis content. D'accord. Et toi, Rose, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai travaillé. Je suis désolée. Pardon, j'ai pas pris ça arrive, hein. une journée de dispo. J'ai posé une journée de congé, madame. Oh pardon, oh pardon. Non, j'ai malheureusement travaillé. De premier rendez-vous à 8h, donc le dernier à 18h30, c'était un peu compliqué. Mais en revanche, comme je savais que je consacrais ma soirée Au 17 octobre. Exactement, je suis en train de commémorer. D'accord. Badis. Alors moi j'ai été effectivement à une commémoration à Vitry. D'ailleurs j'ai été convié, et j'en profite pour remercier effectivement le maire de Vitry, Jean-Claude Kennedy, le consul de la circonscription de Créteil maintenant, puis c'est plus Vitry, donc monsieur Haraïg Hamid. Et donc j'ai été convié au nom de Club Émergence, je remercie cette initiative. Discours très fédérateur, très cohésion nationale, que ce soit du maire de Vitry ou du consul. Si ce n'est qu'un petit bémol, malheureusement, peut-être on en reparlera un peu plus tard, c'est le manque de jeunesse dans ces cadres-là. Voilà. À quoi c'est dû? Manque de relais, peut-être? Alors, je pense que le sujet est très vaste et très varié, et puis surtout, il faut le traiter en profondeur. Mais je pense qu'il y a un manque quand même de sensibilisation, mais ça relève de l'éducation nationale, je pense. Ouais. Il faut peut-être sensibiliser les moins jeunes un peu plus tôt, à travers des manuels, à travers ne serait-ce que des séances d'histoire comme celle-ci, pour permettre peut-être ce catalyseur qui va permettre effectivement de comprendre mieux cette histoire commune. Ouais. Alors, moi par exemple, cours d'histoire, mais je sais pas si pas appris le 17 octobre 61 dans les cours d'histoire, alors qu'on m'a fait déjà brièvement la guerre d'Algérie, mais vraiment de manière très furtive. C'était des incidents en fait, hein. C'était pas une guerre. Hein, exactement. Comme on dit. Hein. Et par contre, on ne l'apprend pas à l'école. Et dans une période où justement on parle beaucoup d'identité, je trouve ça un petit peu hallucinant qu'on parle pas de justement cette période de la guerre d'Algérie, et notamment de ces massacres, parce que même si c'est douloureux, je pense que l'apaisement vient d'abord du fait d'être informé. Et aujourd'hui, il y a des générations qui n'ont pas été informées. Moi, je l'ai appris bien plus tard, la connaissance de ces massacres et le détail, en fait. Et ça me choque profondément qu'en France, on prenne pas soin d'apprendre l'histoire. D'autant plus qu'on a quand même énormément de jeunes issus de cette immigration. Donc il y a vraiment volonté inscrite dans le temps de faire disparaître des mémoires ces massacres-là, et c'est en ça que c'est scandaleux. Donc c'est un crime d'État, et ensuite il y a une amnésie organisée, et donc je trouve que c'est une forme de double peine. Oui, et justement par rapport à ce déni, d'abord commettre ce génocide, et je pèse mes mots, et le nier après, c'est tuer les gens deux fois. Exactement. Et en fait c'est là où ces gens ne sont pas morts pour rien. D'accord ? Aujourd'hui, les jeunes doivent l'entendre et comprendre que les luttes, parfois elles ont été sanglantes, et que le résultat qu'ils ont aujourd'hui et cette liberté qu'ils ont, des hommes en ont payé le prix fort. On connaît l'histoire de France. Là aussi, il y a eu du sang à couler, justement, pour cette liberté. Mais au même titre, ce qui s'est passé ce 17 octobre, ces Algériens qui étaient limités, qui n'avaient pas le droit de sortir de 20h à 5h du matin. 5h30, ouais. Enfin, 6h, 5h, bon, sur les heures... Mais justement, ils avaient, enfin le préfet Pafon avait une idée derrière tout ça. Pourquoi 20h, 5h? C'était uniquement pour être dans l'exercice professionnel, travailler et rentrer à la maison, mais c'était aussi une façon de réprimer
au compte-gouttes les Algériens qui étaient tentés de sortir. Au-delà de ça, rapidement, au-delà de ça, on aura le temps peut-être de détailler. Il y a aussi, en fait, ce qu'il faut rappeler en fait à nos auditeurs et auditrices, c'est que l'activité militante du FLN, notamment de sa fédération française, se faisait le soir après le travail. Exactement. C'est une manière de verrouiller en fait. L'action politique se faisait qu'à l'extérieur, à des heures de travail. En fait, ça se donnait rendez-vous aux usines et le soir ça se rencontrait justement pour pouvoir organiser. On va aller aux origines de ces événements. Donc ça s'est passé le 17 octobre 61, la manifestation. En fait, je dis la manifestation, mais en fait il y avait 3 cortèges. Ils se sont retrouvés dans les rues de Paris, les grosses artères. En fait, la décision avait été prise, comme je l'avais dit tout à l'heure en introduction dans cette émission, le 5 octobre 61, le préfet de police Maurice Papon impose le couvre-feu aux Nord-Africains. Alors, pourquoi les Nord-Africains et non pas les Algériens seulement? Eh bien, parce qu'ils partaient du constat simple et bête que tous les Maghrébins se ressemblaient et on ne pouvait pas faire la distinction entre un Tunisien, un Marocain et un Algérien. Donc tout ce qui avait une tête de rebeu, il fallait... c'est dingue, hein. L'élite faciès, quoi. Ça rappelle ça rappelle la polémique de la burqa. Oui, mais en beaucoup de similitudes d'ailleurs. En fait, la population qui était ciblée étaient bel et bien les Algériens, parce qu'ils se donnaient rendez-vous après le boulot, entre 20h et 5h du matin, pour des activités de révolution nationale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle, il y a des négociations entre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République, de la République algérienne, et le gouvernement français. Ça se passe mal, parce que les Français savent qu'ils vont perdre l'Algérie. Les Algériens veulent récupérer toute l'Algérie, non pas le nord de l'Algérie, ils veulent récupérer toute l'Algérie et ça se passe mal. Il y a des négociations secrètes, ça se rencontre aussi à Évian, à Bâle, etc. Et à un moment donné, le FLN se dit, enfin le GPRA dit aux dirigeants du FLN, maintenant il faut leur montrer que nous avons une influence majeure, quasi complète, sur les Algériens de France. Parce que en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse influence aussi. Il y avait une grosse influence aussi du MNA, le parti concurrent du FLN, qui était c'était le premier qui est sur le terrain depuis bien avant le FLN. Et donc, pour montrer sa puissance, le FLN décide de monter une très grosse opération qui a été ces manifestations du 17 octobre. Et ils avaient pour consigne de sortir en famille et sans armes. Exactement. Pacifiquement, tout à fait. En revanche, la France a voulu faire croire que cette manifestation était exclusivement politique. C'est pas forcément comme ça qu'elle a été vendue par le FLN. C'était à la base surtout pour se révolter contre le couvre-feu. Parce qu'effectivement, c'était relativement indigne de devoir être parqué, pour la plupart en plus dans des bidonvilles, toute la nuit. Il y avait effectivement des gens qui manifestaient parce que il y avait la volonté d'avoir une Algérie algérienne libre. Et libre. En revanche, de nombreuses personnes et des familles étaient là surtout juste pour gagner un peu plus de dignité. Et ça, on l'omet beaucoup et on explique qu'il y avait essentiellement en fait des gens qui étaient là pour manifester et qui avaient des velléités politiques. C'est pas forcément le cas. Et je trouve que c'est important parce que ne serait-ce que dans les paroles de François Hollande en 2012, il explique il parle des victimes algériennes qui manifestaient pour une Algérie libre. Je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que c'est facile en fait de dire qu'au final c'était très politisé. Ça a été fait à l'appel du FLN certes, mais c'était avant tout parce qu'on voulait combattre une injustice. Exactement. Justement, en continuité avec cette réflexion, tu fais bien de le dire d'ailleurs, Fawzi, de revenir un peu à la genèse de ce génocide, où je rejoins aussi Abdeslam, et je pèse mes mots également parce que c'est un génocide. Cette genèse, elle est toute simple en fait. Il faut revenir effectivement à un environnement délétère de ras-le-bol, effectivement, où les droits fondamentaux sont bafoués, effectivement, où on revient sur le fameux couvre-feu, sur le délit de faciès, les contrôles un peu inopinés et d'une manière très brutale, des arrestations arbitraires, des déportations, et je pèse mes mots aussi, immédiates vers les camps dans un premier temps et vers le pays dans un avenir inconnu.
Absolument. Il y en avait 4 à terme, il y en avait 4 en tout. Donc toute cette ambiance un peu délétère, cet environnement vraiment négatif a fait que voilà, ça a fait déborder le vase. Et si vous voulez, cette manifestation est venue pour répondre à un dégoût, un rejet qui effectivement sur injonction, et je le dis bien sur injonction du FLN, a su profiter de cette situation de ras-le-bol pour en faire également, parce que tout se gagne aussi par le biais de la politique, ça qu'on se le dise. C'est-à-dire que la preuve, on a un instant, si vous voulez, où suite à ces massacres et ces bains de sang, la cause algérienne est passée d'un cadre terroriste à un cadre politique. Et d'ailleurs, ils avaient aussi des relais au niveau de l'ONU, l'organisation. Tout à fait. C'est exactement là où je veux en venir. Cette lecture-là, il ne faut pas l'omettre, cette lecture politique, parce qu'elle a permis effectivement de surmédiatiser la cause algérienne et donc la révolution algérienne. Et dans ces fameux succès, parce qu'il y a des succès dans cette tragédie, le succès politique, effectivement, c'est de faire monter l'affaire algérienne à l'ONU, effectivement, mais surtout, je te rejoins tout à l'heure quand tu parlais des pourparlers, on va dire, officiels, entre le GPRA et le gouvernement français, qui d'ailleurs à ce moment-là était au point mort. Cet incident, ce grave incident odieux, a permis en quelque sorte de changer la donne, de transformer, si tu veux, les pourparlers et donner une certaine ascendance dans les négociations à la FLN et par le biais du GPRA dans les négociations. J'irai encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que les accords d'Évian ont abouti avec succès, donc avec l'indépendance de l'Algérie, grâce à cet incident, cet événement tragique, qui a permis de changer la donne et on va dire, inverser le rapport de force qui, avant, était plutôt en faveur de la France que de l'Algérie. Et à l'époque, justement, les hauts responsables du FLN optent pour le boycottage du couvre-feu parce qu'en fait, ils se voyaient gagnants quoi qu'il arrive et quelle que soit l'issue de la manifestation. Alors, je vais vous lire un extrait de ce que j'ai pu lire. L'organisation d'une manifestation de masse serait une victoire quoi qu'il arrive. Si la police laissait faire, eh bien, l'autorité du préfet serait donc bafouée. Et si elle réagissait, donc la police ou le préfet, comme ils l'ont fait, si elle réagissait, elle manifestait ouvertement son racisme et sa brutalité. Donc dans les deux cas, le FLN et les Algériens sortaient gagnants de cette histoire. Mohamed, tu voulais... Moi, je veux juste faire un petit rappel sur les bidonvilles. On parle beaucoup des bidonvilles, mais on croit toujours qu'il n'y a que des Algériens. Oui. Il y avait aussi des Tunisiens, oui. Il y avait aussi des Marocains. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait des Portugais, des Espagnols et des gens du voyage aussi. Ah, d'accord. Ouais, il y avait des gens du voyage et ils étaient aussi dans les manifestations. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Ces gens-là ici étaient très solidaires des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Il a existé 4 bidonvilles principaux. Nous, on connaît celui de Nanterre. Il y avait 14 000 habitants dedans. C'était une ville. Il y avait Saint-Denis, il y avait Gennevilliers, il y avait Bagnolet aussi. Et ça, avant les cités transit qui ont existé en 62, c'était comme tu dis, des villes. C'était des villes dans un village. Et il y avait des boucheries, il y avait des épiceries, il y avait des commerces. Et c'était vraiment un lieu de vie vraiment beau, même si c'était la misère. Ouais. Et les gens ne savent pas que, justement, il y avait aussi des Portugais, des Espagnols et des Gitans. Ça, il faut le dire, il faut le souligner, parce que eux aussi, ils ont été solidaires des manifestations. Pour des Arabes, parfois, et bastonnés par les flics. Voilà, donc ça, il faut juste le rappeler. Ils étaient là, eux aussi, voilà, tout simplement. Je voulais juste le rappeler. Puis il faut dire qu'avant ces massacres, il y a quand même de nombreuses ratonnades. Ouais. On l'oublie, c'est-à-dire que là, ça a été un massacre sanglant, mais continuellement, il y avait des ratonnades faites alors soit par des citoyens, soit par les forces de l'ordre directement. Mais depuis la ville de Patron, en fait. Exactement. En fait, il a été placé là pour casser de l'Algérien. Ouais. On va s'arrêter pour de la publicité, puis on revient juste derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM, à Clermont-Ferrand et toute sa région.